Bon, merci à tous d'être venus assister à cette table ronde organisée par le salon SME qui fête ses 25 ans cette année, organisée également par le magazine économique et entrepreneurial Éco-Réseau Business que vous voyez ici. 4 entrepreneurs aguerris à mes côtés qui vont être là aujourd'hui pour vous donner des conseils, vous donner envie d'entreprendre et de franchir le cap de cette aventure entrepreneuriale, parce que je pense qu'on peut parler d'aventure. 1 million d'entreprises créées chaque année, depuis 3 ans d'affilée maintenant, selon les chiffres de l'INSEE. Il y a un vrai boom de l'entrepreneuriat. Donc à mes côtés aujourd'hui, Catherine Barba, pionnière du digital en France, cofondatrice d'Envie, une école dédiée aux indépendants. C'est bien ça, oui. L'école dédiée aux indépendants. À ses côtés, applaudissez, allons-y. À ses côtés, Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires et de Bouge ta boîte. Réseau... Mais je n'ai pas fini, attendez. Réseau business pour développer son entreprise. Philippe Bloch, qu'on ne présente plus, fondateur de Columbus Café, et puis qui vient de rédiger un ouvrage qui est paru là, il y a quelques jours, je crois le 19 septembre, « Jamais sans mon écran ». Voilà, lisez-le aux éditions Ventana Éditions, c'est ça. Et puis enfin, Gaëlle Frison de la Motte, fondatrice de Holibi, la première communauté du yoga et des pratiques douces sportives en France. Tu m'as déjà convaincu de me mettre au Pilates en 5 minutes. Donc là sur scène. Hein, donc... tout à l'heure. Bon, merci en tout cas à tous les 4 d'avoir répondu présent. J'ai une première question à vous poser, qui paraît très simple. Les entrepreneurs, tous les entrepreneurs ou presque, ont ce sentiment parfois, entendent cette petite voix intérieure qui leur dit à un moment donné de leur vie, il faut y aller, c'est le bon moment. Je vais vous poser la question à tous les 4. Quel a été votre déclic? Si je commence avec vous, allons-y, Marie, pourquoi pas, pour commencer? Le déclic. Alors le déclic, moi avant j'étais journaliste à Radio France Internationale, donc je connaissais rien à l'entrepreneuriat, au management, à la gestion, aux études de marché, au financement, à tous ces sujets-là. Et j'avais une fille qui allait avoir 3 ans, j'habitais en Bretagne, et je voulais qu'elle aille dans une école Montessori. Je ne sais pas si vous connaissez les écoles Montessori. Ouais. Mais il y a 15 ans, c'était peu connu et il n'y en avait pas. Et donc, j'ai rencontré une autre maman qui cherchait aussi une école alternative. Et je me rappelle, on était en mois d'avril 2011. Et je me suis dit, cette école, on va l'ouvrir en septembre. Donc, c'était un peu utopiste, un peu inconscient, mais je ne m'en rendais pas compte du tout à l'époque parce que je ne savais pas ce que c'était l'entrepreneuriat. Et juste pour vous donner l'histoire en quelques mots, c'était en mois d'avril, on a obtenu les locaux de l'association un mardi, un jeudi matin, avec ma petite fille de 3 ans, on a mis des affiches jaunes fluo sur tous les ronds-points à 30 km à la ronde. Nouvelle école Montessori, porte ouverte ce week-end, ouverture en septembre. Ma copine, elle déblayait l'école, elle la nettoyait, elle allait chercher du matériel Montessori dans une autre école à 1h30 de là, etc. On n'avait pas de parents, on n'avait pas d'enfants, on n'avait pas d'enseignants, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de table, pas de chaise, et moi j'étais enceinte de 6 mois. Donc, et le samedi matin, on s'est regardé, on a eu un petit moment de lucidité. Le pire moment pour entreprendre. Bah franchement, on n'avait rien pour nous, mais on ne savait pas. C'est pour ça, tu sais, c'est la fameuse citation, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Et on s'est regardé, on a eu un moment de lucidité le samedi matin avec mon ami, et on s'est dit, mais est-ce qu'il y a du monde qui va venir à notre truc ? Et en fait, c'était noir de monde. Et le dimanche soir, l'école était complète pour 2 ans. On avait trouvé les enseignants qui s'étaient déplacés. On avait reçu des dons pour acheter le matériel. Les écoles autour étaient venues nous déposer des tables et des chaises. Donc, c'était en mois d'avril. En septembre, l'école a ouvert. Et ma fille a fait toute sa scolarité jusqu'en 6e dedans. Et mon fils est né juste avant l'école. Donc, il est né en même temps. Donc, comme quoi, le déclic, c'était mes tripes, ma fille. Catherine. Et surtout, quand on entend Marie, on se dit, le miracle existe. Non, mais c'est fou. Ton fameux déclic à toi. Ouais. Le déclic, c'est ce que j'allais dire en t'écoutant, et je l'ai ressenti aussi, c'est un grand moment d'inconscience. C'est le moment où tu arrêtes de penser. C'est le moment où tu t'y vas et tu penses pas. Moi, j'avais déjà un bon terreau
Moi aussi, j'étais salariée au début quand j'ai commencé à travailler. J'avais un bon terreau à la base, tu vois. Je suis assez curieuse comme vous. Hein. J'aime bien explorer, j'aime bien aller sur ce que je connais pas. Ça me plaît, ça. Et puis j'ai aussi eu un cadeau de confiance en moi. Alors la bonne nouvelle, c'est que la confiance, ça se muscle. Hein. Si vous n'en avez pas, on sait la muscler, mais c'est pas un stock, c'est un flux. Mais moi, j'en ai pas mal. Et donc ça, c'est mon terreau. Et ce qui a fait mon déclic, c'est que j'étais recrutée par Simoncini, que vous connaissez tous. C'était mon patron. Et de fait, de le voir au quotidien, de le voir travailler, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Donc, c'est important d'avoir des modèles. Et j'ai pas pensé, j'y suis allée, j'ai eu une idée, enfin, j'ai regardé un marché et puis j'ai commencé comme ça aussi. Donc, le terreau et la rencontre, la chance des rencontres. Tu parles de salariat et c'est vraiment important. Et là, je me tourne vers toi, Gaëlle. Tu as passé plus de 10 ans, une dizaine d'années dans le salariat avant d'entreprendre. Quel a été ton déclic? Effectivement, moi j'ai passé 10 ans chez Philips avant d'entreprendre, plusieurs années aux Pays-Bas et ensuite en France. Et puis chez Philips, j'ai mené plusieurs projets d'intrapreneuriat. Ce qui est rigolo, c'est qu'ils m'ont été plutôt imposés au départ, et ce dont j'étais pas du tout contente. Et au final, ça a été le déclic, parce que Philips, comme toutes les grosses multinationales, est une boîte très top-down, donc tout était très décidé par la Hollande. Et tout d'un coup, avec ces projets intrapreneuriaux, donc l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat, mais au sein de l'entreprise. Donc, intrapreneuriaux locaux, j'avais en fait une latitude dans la prise de décision que j'avais jamais eue avant. Donc, j'ai commencé à m'intéresser en fait à l'entrepreneuriat que je connaissais pas du tout, parce que rien dans mon entourage, enfin personne n'était vraiment entrepreneur, si ce n'est mon beau-frère, et qui bossait H24, donc ça me faisait pas du tout envie. Et je me souviens très bien que moi, le déclic, ça a été une conférence. Une copine m'avait traîné une HEC, un truc de réseau féminin. Et en fait, pendant cette conférence, j'ai eu des échanges tellement forts avec les autres participantes. C'était pas tellement l'intervenante, c'était vraiment les échanges que j'ai eu avec les autres participantes. Je me suis sentie tellement vivante en sortant de cette conférence que je me suis dit, mais en fait, j'ai 35 ans. Je ne peux pas ne pas ressentir ça plus souvent dans mon travail au quotidien. Il me reste 30 ans à bosser. Ce n'est pas possible. Il faut que je fasse autre chose. Et c'est ça qui m'a vraiment poussée à me dire, OK, je vais entreprendre. Et ensuite, j'ai choisi le secteur, etc. Philippe, comment est venu Columbus Café? Il y a eu d'autres choses, je crois, avant d'ailleurs. Oui, c'est plutôt avant d'ailleurs. Columbus, c'était la deuxième étape. En fait, moi, j'ai passé 2 ans aux États-Unis et en rentrant en France, je trouvais que les Français n'étaient pas très souriants ni très serviables, ce qui n'a pas complètement changé depuis. Et sauf que j'étais pendant 3 ans salarié du magazine L'Expansion, qui était le leader de la presse économique en France. Et les nuits et les week-ends, j'écrivais un bouquin qui s'appelle Service compris, qui était mon premier bouquin, et qui, la première année, fait 100 000 exemplaires, un truc de fou qui n'arrive jamais. Et je me dis, ouais, non, un truc de fou. Après, c'était 300, 400, 500. Et je me suis dit, il y a mon associé de l'époque, enfin mon co-auteur de l'époque me dit, il y a un truc de fou qui est en train d'arriver, il faut qu'on rende les Français souriants et serviables. Donc une première entreprise là-dessus, mais très vite en fait ça marche très bien. Donc je quitte mon job où j'étais très heureux, en fait j'avais aucune envie de partir, mais là j'avais saisi une opportunité. Et puis il se trouve que Catherine le sait parce qu'on s'est souvent vu aux États-Unis, j'adore cette ville de New York. Et un jour en 93, je tombe sur Columbus Avenue sur un tout petit café qui s'appelait même pas Starbucks, parce que Starbucks à l'époque était encore en Californie, il n'a même pas encore traversé la côte ouest à est. Et là je tombe sur un déclic. J'avais raté en 87 la livraison de pizza à domicile. C'est-à-dire que ça n'existait pas en France. Hein. Vous avez compris que je suis le plus vieux de la bande, mais à l'époque il n'y avait pas de capacité à se faire livrer des pizzas en France. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de pizza. Et du coup je m'étais dit, je ne vais pas rater cette opportunité-là de réinventer le café dans un monde qui est la France. On a inventé les cafés quand même. Et tout d'un coup arrive ce truc sur Columbus Avenue. Je me dis, je connais rien au café. Mais là, il y a un vrai business à jouer. Je découvre Starbucks, 200 cafés à l'époque, aujourd'hui 30 000. Et puis je me lance, on devient barista en chef, en voulant, avec une idée très simple, c'était pas de vendre du cappuccino importé, mais du bonheur. C'est très con, mais j'ai inventé la raison d'être 20 ans avant qu'elle existe dans la loi Pacte, puisqu'en fait, l'idée de Columbus, c'était de faire passer chaque jour à chacun de nos clients les 15 meilleures minutes de leur journée. C'est pour ça que je me suis lancé. Ça, c'était irrésistible, de me dire, je connais rien à ce métier, mais je redeviens... Et je vais te dire, surtout, je m'emmerdais, en fait, dans mon job d'avant. Même dans ma boîte, je m'emmerdais, parce que j'étais consultant. Et en fait, on est ici vraiment, je crois, les vrais entrepreneurs, c'est ceux qui aiment faire. Et là, je devais faire, et je préfère faire que de faire. Voilà les 2 déclics qui ont mené à tout ça. Merci, bravo. On l'applaudit. Non. Non, moi, en nous écoutant, je trouve qu'on a beaucoup insisté sur le côté très émotionnel, tu vois, de la création. Mais il y a quand même, une fois passé ce stade,
ça y est, t'y vas, t'es excité comme un dingue ou une malade et c'est super. Mais après, l'étape suivante, on redescend un peu quand même et on se dit, est-ce qu'il y a un besoin? On en parlera tout à l'heure si vous restez pour l'atelier, mais la vraie truc, c'est quand même, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce qu'il y a un marché? Parce que, mais on en parlera peut-être. Parce que sinon, c'est une bonne excitation, mais je ne suis pas sûre que ça se transforme en rentabilité durable. Effectivement. Pardon, je casse l'ambiance, mais... Se faire plaisir, c'est une chose, mais si ça répond à aucun besoin avec personne, c'est inutile pour tout le monde, ça sert à rien. Mais c'est sûr qu'il faut une grosse motivation, et ça, on la ressent oui. En vous entendant. Une des questions que se posent souvent les aspirants entrepreneurs, c'est, vous allez me dire, mais si ça ne marche pas, est-ce que je vais mettre ma famille en difficulté? Est-ce que je vais continuer à pouvoir payer les factures, rembourser le prêt immobilier, le prêt de la voiture, etc. Des questions vraiment très, très concrètes. Vous, Marie, je me tourne vers vous, mais je me tourne vers toi, d'ailleurs on peut se tutoyer, on ne va pas faire semblant. Tu as entrepris enceinte et au RSA. Donc c'était quasiment le pire moment. Tu n'as pas eu peur, tu n'as pas douté. Comment c'est venu? Et moi, j'ai toujours peur. Peur. Mais je fais quand même, mais j'ai toujours peur. Je suis une énorme trouillarde. Mais j'ai une phrase qui marche très très bien. C'est « Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur ?» Parce que quand je me la pose les yeux fermés, je fais ça quasiment tous les matins, et ben du coup, ça m'ouvre le champ des possibles et il y a des choses auxquelles je n'avais pas pensé qui arrivent. Mais comme disait Catherine, c'est dans les tripes. Mais après, il faut en être hyper convaincu parce que l'entrepreneuriat, c'est super dur. Enfin, c'est vrai, hein, c'est vraiment dur. Et ça marche que si c'est vraiment ancré dans les tripes. Si c'est juste une idée, on se dit oui, ça pourrait peut-être aller, je vais faire ça en plus, etc. Là, c'est compliqué de tenir sur le long terme parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de détermination et de persévérance. Et donc, ta question... Tu n'avais rien à perdre aussi. Pardon ? Tu n'avais rien à perdre aussi. Oui, en fait, j'avais rien à perdre. Donc, la première fois, donc, pour l'école, j'étais enceinte. La deuxième fois, parce qu'après, j'ai lancé plusieurs réseaux d'entrepreneuriat. D'abord, un réseau régional en Bretagne qui s'appelle Femmes de Bretagne, puis Bouge ta boîte, puis Femmes des territoires, puis Bouge ton groupe. La deuxième fois, j'étais effectivement au RSA. Et dans une situation assez difficile, avec 2 enfants en bas âge, c'est quand même très compliqué, dans mon petit village de 700 habitants. Et là, tout le monde m'a dit, Marie, pour t'en sortir, prends le premier boulot venu. Le premier boulot venu à l'Armor-Baden en Bretagne, c'est le Super U. Et moi, avant, j'étais journaliste à RFI. J'avais voyagé dans le monde entier avec mon micro, rencontré énormément de gens. Et donc, je ne me voyais pas faire ça. Et je me suis dit, non, tant pis, je veux vraiment faire un truc qui me corresponde. Et j'avais vu l'entraide entre les mamans, notamment au sein de l'école, entre les papas aussi, mais surtout entre les mamans qui avaient souvent arrêté de travailler ou qui vivotaient dans leur emploi. Et le fait juste de s'entraider en disant « mais en fait, c'est génial ce que tu as comme idée, et vas-y, et tu peux y aller, mais bien sûr, c'est fait pour toi ». Juste cet encouragement-là, ça suffisait à leur faire passer le premier pas. Et c'est le premier pas qui est difficile dans l'entrepreneuriat. Tu vois, on parlait de moments pour entreprendre, mais en fait, il n'y a jamais de bon moment. Enfin, jamais. C'est comme pour tout, c'est comme pour avoir un enfant, il n'y a jamais le bon moment. Par contre, est-ce que c'est bien ancré dans mes tripes? Est-ce que je suis convaincue? Est-ce que j'ai peur, mais je suis capable de le faire quand même? Et là, moi, j'arrivais pas à faire autre chose. De toute façon, je pensais qu'à ça, donc fallait y aller. Il y a aussi l'entourage qui entre en compte, à mon avis, quand on entreprend. Vous avez des personnes qui vont vous dire, effectivement, vas-y, fonce, lance-toi, c'est le moment. Et puis d'autres, à l'inverse, qui vont être beaucoup moins, qui vont moins encourager, qui vont même être sur la retenue, etc., qui vont vous dire, même t'es fou, ne lâche pas ce job de salarié, tu es bien payé, etc. Philippe, qu'est-ce qu'on doit écouter l'avis de son entourage? Jamais. Non, mais on va être très simple et très cash. Moi, j'ai passé ma vie, un pays qui avait 500 000 cafés, il en reste 32 000. Je lance un concept de rupturiste, disruptif, où on a des cappuccinos emportés. Et pendant le jour de l'ouverture du premier Columbus Café, le patron de McDonald's France qu'on avait invité dit « c'est très joli, mais ça ne marchera jamais ». Le mec de McDonald's qui m'explique que ça ne marchera jamais, il m'a remonté le moral tout de suite. Et en fait, il ne sait pas ce qu'il voulait dire. Il dit « tu ne tiendras jamais assez longtemps avant de gagner suffisamment d'argent pour construire une chaîne ». Aujourd'hui, il se trouve que c'est 300 magasins, ok. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai passé ma vie à entendre des gens. Cette phrase, ça ne marchera jamais. Je vais être très clair. Je pense qu'il y a des gens toxiques et qu'il faut les éliminer. Alors, j'entends pas physiquement, mais j'en pense qu'il faut. Non, mais je pense qu'il. Non, mais je vais être encore plus direct. Je pense qu'il faut éliminer de notre entourage les gens qui brisent nos rêves.
Peut-être qu'ils le font peut-être pas de façon, tu vois, parce qu'ils m'aiment, qu'ils veulent me protéger, mais ça va très bien. Ou alors qu'ils projettent sur toi leurs propres inquiétudes. Ok, mais je leur rappelle qu'en anglais, prendre un risque, ça veut dire take a chance. Et que non, mais c'est pas tout à fait le même état d'esprit en fait. Et effectivement, tu as raison de parler de l'entourage. J'ai eu la chance effectivement à chaque fois de le faire dans des conditions où je mettais en danger personne. Ni des enfants, des emprunts, j'en ai pris plein, j'ai eu du mal à les rembourser, c'est pas le sujet. Mais je crois que c'est le seul obstacle qui aurait pu être sur ma voie, c'est de me dire je vais nuire à des gens que j'aime, mais sinon il n'y a pas de débat. Et puis tous ceux qui brisent ton rêve, il faut les éliminer. Moi, il y a un moment, il y a quelqu'un dans ma famille que j'adore, mais j'en suis à un point, quand je vois, je dis merde, elle m'appelle. Enfin, c'est quand même terrible. Non, parce que pendant le Covid, elle chassait le prochain virus qui arrivait du Zimbabwe. C'était insupportable. Je l'ai enlevé de mon... Ça va beaucoup mieux maintenant. Donc, je dis, n'écoutez que vos rêves et réfléchissez vraiment quand ça devient en jeu pour les gens que vous aimez. Point final. Gaël, tu as entrepris au bout de 10 ans, on l'a dit, au bout de 10 ans de salariat. Est-ce que toi, on t'a déconseillé de lâcher ton job et plus globalement, voilà, est-ce qu'on doit écouter son entourage et si oui, jusqu'à quel point ? Alors moi, je me souviens quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais quitter Philips, donc une grosse boîte, j'avais un bon poste, ça faisait 10 ans, j'étais sur une pente plutôt ascendante, bien payée. Donc tout ce qui est très rassurant pour des parents. Et je me souviens de ma mère qui se décompose un peu en me disant « mais t'es sûre ?» Et je lui dis « oui, je suis sûre ». Et j'explique. Et en fait, je pense que l'entourage, il faut l'entendre, mais il ne faut pas forcément l'écouter. Et il faut comprendre leur peur, leur réticence, mais en fait, en tant qu'entrepreneur, vous allez passer votre vie à devoir convaincre des gens, des clients, des banquiers, des partenaires, potentiellement des investisseurs. Donc ce sont les premières personnes à convaincre. Exactement, finalement, c'est un bon exercice parce que ce sont les premières personnes à convaincre. Et de toute façon, si on a ce désir d'entrepreneuriat qui est chevillé au corps, qui est vraiment fort en nous, peut-être que si on ne se lance pas tout de suite parce que c'est vraiment, vraiment pas le bon moment, etc., si on l'a vraiment en nous, on se lancera juste après. C'est quelque chose qui est plus fort que tout et en fait, on ne se voit pas faire autre chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti à l'époque. Au-delà de l'entourage, il faut aussi peut-être se rapprocher de ses pairs. PAI RS, avec ton école, Catherine Envie, donc une école dédiée aux indépendants. Des entrepreneurs aguerris, expérimentés sont là pour donner des conseils aussi à celles et ceux qui veulent se lancer, qui jouent parfois le rôle de mentor, si j'ai bien compris le concept. Échanger avec les plus anciens, c'est vraiment essentiel pour savoir si c'est le bon moment pour entreprendre. Vous le savez tous, bien sûr. Tu sais, moi, je ne sais pas, je me dis toujours, si vous voulez faire... Il y en a qui font de l'escalade parmi vous. Il a levé la main. Alors attends, on peut se lister ce dont on a besoin pour faire de l'escalade. Donc mousqueton, corde, chaussons d'escalade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Baudrier. La crème là, pour la magnésie. Bon, donc il y a un certain nombre quand même d'éléments qu'il faut avoir. Et puis il faut un guide. Tu vois. Moi, il ne me viendrait peut-être pas à l'idée de partir... il faut quelqu'un qui te montre. Tu ne vas pas tout seul. Et moi, il ne me viendrait pas l'idée de faire de l'escalade toute seule comme ça avec mes petits trucs. Donc c'est un peu la même chose peut-être pour l'entrepreneuriat, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui te guide, qui l'a fait avant, et puis qui va t'éviter de perdre du temps sur des choses, qui va te rendre moins naïf et qui va peut-être te tricoter un gros rempart de confiance en toi, parce que c'est important, tu vois. Quelqu'un qui l'a fait avant et qui prend du temps avec toi, je trouve que ça a un super pouvoir, c'est magique. En fait, ça a quelqu'un qui te regarde avec cette confiance et qui dit moi je l'ai fait, je vais te donner pas vraiment des conseils en fait, parce que du conseil finalement on va le vivre soi-même, mais quelqu'un qui te regarde et qui te dit j'ai confiance en toi, je sais que tu peux, et du coup ça te rend capable de faire. Oui, mais à l'inverse, si un mentor vraiment très expérimenté te dit n'y va pas, j'y crois pas à ton projet, c'est du bullshit. Oui, après, ça rejoint ce que vous disiez. Toi, qu'est-ce que tu as chevillé au corps ? Quelque chose que tu as vraiment envie d'y aller. Et puis surtout, après, tu as quand même fait ce petit boulot-là dont on parlera plus tard. C'est est-ce que j'ai vraiment pris le temps de regarder sérieusement mon marché ? De regarder ce qu'il y a une place, de regarder si mes clients sont prêts à payer, de regarder s'il y a un business model. Enfin, tu vois, tu pars pas. Si moi, un mentor expérimenté pointe du doigt des choses que j'avais pas vues, 2 attitudes possibles. Soit je m'offusque, tu vois, et je veux rien entendre, soit je me remets en question. Et ça, c'est très, 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 très important d'arriver à se remettre en question. C'est pas facile, mais j'essaye. Donc oui, il faut s'entourer. Et je vous souhaite d'avoir des guides et d'avoir des mentors chez Envie ou ailleurs, mais quelqu'un qui vraiment vous prend et vous fait grandir la confiance et puis vous fait gagner des mois, voire des années.
pour éviter les erreurs. Si je peux juste compléter là-dessus, parce que moi, quand je suis sortie de chez Philips, j'avais pas de réseau. J'avais fait toute ma carrière chez Philips, donc j'avais vraiment zéro réseau. Et j'entreprenais, en plus, j'allais monter une boîte seule, pas d'associé. Donc je cumulais vachement de points vachement de red flag, comme on dit, de oulala, tu pars quand même pas avec toutes les cartes en main. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de rencontrer des gens. Je me suis un peu forcée au départ, et on m'avait donné un super conseil qui était, en fait, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, forcément la personne dit « Ah, mais tu devrais rencontrer un tel, une telle, machin ». Et pendant des mois et des mois et des mois, je rencontrais tous les gens qu'on me disait de rencontrer. Tous les gens. Donc déjà, quelle fréquence tu rencontrais des gens? Je sais pas, je prenais des cafés plusieurs fois par semaine. Vous faites ça, vous? Qui est-ce qui rencontre des gens comme ça, qui s'est forcé, comme Gaëlle, de rencontrer des gens, par exemple, tous les jours, et qui dit à la fin... Ah, c'est pas beaucoup, hein, attention. Et qui dit à la fin, qui est-ce que je pourrais rencontrer d'autres? C'est le premier truc. Et le deuxième truc aussi, c'est aussi parler de votre projet, parce que le grand truc, non, je te parle pas de mon projet, parce que j'ai trop peur que tu me piques l'idée ou qu'on me pique l'idée. Donc non, c'est encore confidentiel. Alors ça, faut arrêter tout de suite. En fait, il faut tout le temps parler de son projet. C'est aussi en parlant que ça permet de l'affiner. Et puis, alors, je peux vous dire que moi, au Libye, il y a plein de gens qui me disent « Ah ouais, moi aussi, j'ai pensé à faire comme toi, on va faire ça avec du yoga et tout. » Sauf qu'en fait, entre les gens qui pensent à faire, et sans doute, mais entre les gens qui pensent à faire un truc et qui vraiment le mettent, qui l'exécutent, il y a un espèce de ravin que vous n'allez pas être beaucoup à franchir. Donc, n'hésitez pas à parler de votre projet. Personne ne va vous le piquer. Alors, sauf si c'est un truc de deep tech incroyable qu'il faut protéger par des brevets, etc. Mais il y a quand même peu de projets comme ça. Allez-y, parlez-en. Ça va au contraire vous aider à le faire connaître. Les réseaux, toi tu en es convaincue évidemment Marie, tu en as fondé plusieurs, dont Bouge ta boîte, on l'a dit, Femmes de territoire. C'est vraiment important d'échanger avec ses pairs. Au sein de réseaux structurés elle a tout dit, le réseau c'est la vie. C'est hyper important. On ne peut pas être entrepreneur sans réseau. C'est ce qui va vraiment tout vous apporter. Il y en a des centaines en France, de toutes sortes. Il y en a forcément un qui vous correspond, mais c'est indispensable. Tu parlais de réseau, de ce que ça t'apportait d'être mise en relation. Moi, c'est ma psychothérapie. C'est pour ça que j'ai créé autant de réseaux. C'est parce qu'au début, j'aurais jamais osé pousser la porte d'un réseau. Parfois, on a l'image du réseau où il faut qu'on monte ses muscles et qu'on dise qu'on est hyper fort, qu'on sait faire ça, ça et ça, et on se dit je vais aller dans un réseau quand ma boîte elle sera un peu plus costaud. Non, en fait, faut y aller au tout début, dès qu'on a une idée, parce que c'est là où on va connaître les prêts, les aides, les garanties bancaires, on va faire un business plan, c'est là où on va être mise en relation, c'est là où on va te challenger sur ton idée, t'aider à transformer ta stratégie. Ça, c'est le début du réseau. Et ça, c'est Femmes des territoires. C'est la création d'entreprises. Et notamment pour les femmes. Voilà. Et notamment chez les femmes. Je te dis juste sur le développement. Et après, pourquoi les femmes et sur le développement, c'est pareil. Quand on est lancé sur l'entreprise, quand on a lancé son entreprise, c'est là où on va être recommandé. C'est là où on va t'aider sur la communication, sur la gestion, sur le juridique. Ça va être ton équipe. Parce que souvent, quand tu es entrepreneur, tu es seul au début. Puis après, tu peux avoir une équipe qui grossit plus ou moins en fonction de ce que tu as envie de faire. Peu importe, mais au début, tu es seul. Donc le réseau, ça devient ton équipe. Et là-dessus, Femmes des territoires pour la création d'entreprises. Bouge ta boîte, c'est pour celles qui sont déjà installées. C'est un réseau business très structuré. Vous venez juste avec votre pitch. Et nous, on s'occupe de tout pour vous sortir avec des contrats, avec des devis, avec des idées, avec des mises en relation. Enfin, tout est organisé pour ça. Magique. Ouais, franchement. Non, mais nous, on mesure tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait, tout ce que ça apporte aux femmes entrepreneurs. C'est 92% qui ont changé de posture, qui ont plus de visibilité, plus de leadership. Et c'est 8 000 € de chiffre d'affaires en plus par an. Les unes grâce aux autres. En moyenne, sur toute la France, on est dans 163 villes sur Bouge ta boîte, donc il y en a forcément un près de chez vous. Et on fait 5000 réunions de travail par an. Et pourquoi des femmes? Parce que nous, les femmes, on est hyper douées pour réseauter au niveau perso. Donc, babysitter, bon plan, médecin, on est au top. Du top, du top. Je ne sais pas si toi, tu es pareil, mais nous, on est au top. Et par contre, réseauter au niveau professionnel, on a l'impression que ce n'est pas pour nous, que ça va nous prendre du temps, que c'est trop cher. Alors que c'est indispensable. C'est la base du réseau. C'est indispensable. Et après, comme j'ai dit, il y a des millions de réseaux. Donc, essayez-en plusieurs. Si c'est pas bien, c'est pas grave, vous allez dans un autre. Et là où vous vous sentez enrichi, c'est que c'est bon. Une autre question que se posent aussi les entrepreneurs, c'est souvent lié aux compétences aussi. Est-ce que je dois entreprendre? Parce que le métier d'entrepreneur, il faut être bon en compta, en communication, en marketing, en gestion, en juridique, il y a beaucoup de choses. Philippe, je me tourne vers toi, mais est-ce qu'il faut entreprendre
uniquement quand on maîtrise l'essentiel des compétences liées au métier d'entrepreneur? Je vais te répondre, mais j'aimerais juste faire un commentaire sur ce que tu as dit juste avant. Ça m'a rappelé un souvenir de fou. De faire confiance aux gens, etc. Parfois, il ne faut pas faire confiance aux gens. Moi, juste une anecdote. 2 ans ou 4 ans après avoir, 2 ans après avoir créé Columbus Café, j'ai un coup de fil de Starbucks aux États-Unis qui me dit on aimerait venir vous rencontrer, on vous envoie un stagiaire de Londres qui va venir un peu vous connaître. Moi, j'étais hyper flatté, je reçois le mec, je lui montre tous mes comptes, etc. Puis il claque la porte, il dit oh by the way, on vous fait un procès en partant de la porte, vous voyez, et il nous attaque. Donc parfois, moi qui suis un garçon extrêmement confiant, il faut faire attention à la confiance qu'on met dans les autres. Et en tout cas, ensuite, ça leur a coûté un procès qui leur a coûté très cher, ça m'a détendu après. Alors, en gros, c'est moi qui leur ai fait un procès derrière et qui l'ai gagné. Mais juste pour vous dire que sur ce sujet-là, je crois qu'on n'a jamais ces compétences que tu évoques, en fait. Personne, quand on démarre un projet entrepreneurial, ne connaît tout ce que tu évoques. Le marketing, on peut l'avoir intuitivement, la compétence d'avoir fait Moi, je me souviens, mon premier business plan, vous savez, un business plan, quand on le faisait sur Excel, et puis la vie est toujours belle sur Excel, hein, ça vous le savez, il n'y a aucun sujet là-dessus. Après, il suffit de changer quelques lignes, ça s'améliore, on conquiert le monde en 20 ans, c'est même 2 ans, ça suffit d'ailleurs sur l'Excel. Donc, quelque part, non, on n'a jamais toutes ces compétences, ça n'a aucune espèce d'importance, parce qu'au fond, c'est intéressant ce que tu dis, les réseaux, la façon d'en parler, mais la façon aussi d'attirer vers soi des talents, parce que la vie est incroyable, elle est faite de rencontres inattendues. Je reviens sur Starbucks, 1 an après avoir ouvert le premier magasin qui était un échec total, j'ai un coup de fil d'une femme qui a été la première personne qui a commencé le premier magasin, le premier café avec Howard Schultz, qui était le fondateur de Starbucks. Il l'avait virée et elle est revenue en disant « J'adore Paris, je rêverais d'être votre chief barista ». C'est miraculeux. Vous avez la personne qui a été le premier café à Starbucks qui vient vous aider à faire un café que vous ne connaissiez pas. On ne savait même pas faire ce business, on n'avait aucune idée. Je suis juste en train de vous dire que personne n'a ces compétences. On les acquiert petit à petit, mais la passion que vous mettez dans un projet, elle attire des talents, elle attire l'envie de vous accompagner, elle attire, quand vous savez faire vendre avec beaucoup d'énergie, de passion, le rêve qui vous anime, il est animé par plein de gens autour. Et c'est là que la vie fait son job et qu'on n'a que des rencontres merveilleuses qui illustrent toute une histoire d'entrepreneur, ce qui en fait vraiment le plus beau métier du monde à cause de ça. Donc ça n'a aucune importance de ne pas l'avoir, c'est très rare de l'avoir. Et même dans un job de salarié, il est très rare que lorsqu'on entreprend, surtout quand on le fait jeune, on ait déjà acquis l'ensemble des facettes de ce qu'est notre métier, dont tu as raison que c'est véritable couteau suisse et qu'on doit apprendre à tout faire. Et c'est pas grave, on l'apprend. Et puis on échoue, on se relève et on attire les bonnes compétences autour de soi. Justement, tu parles des jeunes. Catherine, toi, tu es dans... Non, mais moi, j'ai le droit de réagir à ce que tu dis parce que je suis, pour une fois, pas tout à fait d'accord avec toi. Ah, bah, profitons-en. Ça m'étonne que je ne l'ai pas encore fait. Non, mais parce que je vous laisse parler, les amis. Mais en fait, moi, quand j'entends la compétence, c'est pas grave, ta passion, ça va te sauver, bah, je suis pas tout à fait d'accord, quoi. C'est bien d'avoir la passion, d'avoir la flamme, de vouloir y aller. Et cette motivation, on en a parlé, pas de question là-dessus. N'empêche que c'est bien d'avoir la petite lucidité qui dit, OK, ce business dont je veux vivre pendant les 3, 5, 10 prochaines années de ma vie, pour qu'il marche, ça c'est ce qu'on dit aux gens qui viennent chez Envie pour se former ou pour profiter du réseau, c'est qu'est-ce que tu sais, pardon, tu veux faire une marketplace, il y a plein de gens, je sais pas, il y en a peut-être parmi vous qui veulent faire des marketplaces. Génial. Est-ce que tu serais capable de me lister, on en parlait Marie-Laure tout à l'heure, les compétences qu'il faut pour qu'un business de marketplace fonctionne? Tu sais faire de la tech, tu sais faire de l'acquisition online à coût zéro, tu sais faire de la distribution, il y a plein de choses qu'il faut savoir faire, du LinkedIn, bien sûr, je regarde Romain. En fait, c'est important quand même d'être très lucide sur quelle est la compétence clé qu'il faut absolument avoir en interne pour que ça marche. Je suis d'accord pour tout le reste, tu vas rencontrer des gens. Mais si tu l'as pas, tu la cherches. Tu as raison sur les si recenser. Si tu l'as pas, c'est peut-être pas à toi de monter ce business-là. Tu vois, par exemple, moi, je trouve que désaliniser l'eau de mer, c'est génial. Non, mais désaliniser l'eau de mer, c'est génial. Mais je me lancerai pas dans ce business parce que je ne sais pas faire. Bien sûr. Et j'irai pas chercher des gens qui savent le faire parce que du coup, quelle est ma valeur ajoutée dedans? Donc, tu as raison, mais il y a un moment, il faut quand même se regarder. Le courage et la lucidité, c'est 2 énormes qualités de l'entrepreneur. Si je te comprends bien, ça veut dire qu'un jeune de 20-25 ans qui n'a aucun bagage professionnel, par exemple, est-ce que lui, il peut entreprendre? Il n'est pas prêt, si je te suis bien. Ou alors, il faut faire ses premières armes. Attends, alors ça c'est plutôt vous. Est-ce qu'on peut faire l'exercice ensemble? Non, bien sûr que non, mais est-ce qu'on peut lister là les gens qui vous viennent en tête de 20 ans et quelques qui ont réussi un business? Vous pensez à qui là tout de suite? Jack Ma. Il avait 20 ans? Ok, alors Jack Ma, super. Alibaba. Ah, Mark Zuckerberg. En France, on va dire peut-être Justine Hutto, respire. Allez, encore des Français. Céline Lazorte, quand elle a lancé Litchi, elle avait 20 ans. Paulette. Ah oui, les lunettes, absolument.
0 et tout jeune. Maud Caillot, pas Maud Caillot, si Maud Caillot de Gringot. Lucie Bache aussi, Lucie Bache, Togo, très jeune. C'est pas ce que c'était. Donc, on est capable les uns les autres de lister plein de personnes qui ont monté des boîtes merveilleuses et hyper robustes et qui étaient jeunes. Donc, bien sûr qu'on peut, tu vois. Mais juste, je vais vous partager un truc parce que je me suis posé cette question vu que nous, on forme les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs pour avoir des boulots, des business qui marchent et qui marchent longtemps. On est allé voir des chercheurs en neurosciences. On leur a demandé d'analyser des entrepreneurs qui cartonnent pour essayer de voir qu'est-ce qui est commun à tous ces gens-là. Et je vous dis en synthèse ce qui est ressorti. C'est des choses qu'on a déjà dites. 1, ce qui fait que ça marche, c'est ta motivation. Bon, ça te coche. 2, c'est tes ressources. Donc, ton entourage, les gens qui t'encouragent et peut-être tes mentors. 3, c'est des aptitudes. Et il y a des aptitudes qui ne s'apprennent pas. Alors, je vais vous en donner 5 et vous allez me dire si vous allez vous dire dans votre tête si vous les avez. La première aptitude, c'est la capacité à découvrir, tu vois, à regarder un marché, à comprendre qu'il y a un besoin, donc découvrir. Le 2, c'est la capacité à percevoir. Est-ce que je sens quand je parle à quelqu'un, tu vois, que ça se passe bien, que j'ai une empathie, j'ai ce sens du client. Ça, c'est Philippe, ça. 3, c'est la capacité à être orienté résultat, parce que ça, si tu l'as pas, c'est difficile. Hein. Il faut quand même avoir une ligne de mire, c'est quand même le résultat. 4, c'est la résilience, la peau dure, faut tenir, et on en prend des coups, et vous le savez. Et 5, c'est la capacité à se remettre en question. Donc, c'est intéressant. Et tout ça, tu peux l'avoir à 20 ans comme à 60, en fait. Marie et Gaëlle, est-ce que vous partagez la question des critères qu'il faut avoir pour entreprendre, les qualités qu'il faut posséder vraiment pour entreprendre? Alors, moi, je prends un peu de chacun parce que pour moi, il faut du sens et du business. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. Il faut vraiment les deux. Il faut que ça soit dans les tripes, ça soit cheville au corps. Il faut avoir confiance dans la vie parce que tu l'as dit, les choses, elles arrivent à nous. Et ça, c'est vrai, je vous jure, c'est prouvé sur tous les trucs. À chaque fois qu'on a une idée, on se dit, mais comment on va, tu parlais de montagne tout à l'heure, comment on va gravir cette montagne? On n'a rien, on n'a pas de chaussures, on n'a rien. Et en fait, le fait de faire le premier pas et de commencer à gravir la montagne, les chaussures, elles arrivent. Je vous jure, je l'ai vérifié, ça arrive. Après, tu as le bâton qui arrive. Parce qu'en fait, comme tu dis, ça attire les gens, ça attire les gens, les compétences, les talents, les trucs. Tu fais, ben oui, en fait, ils voient tout ce que tu fais et ça les attire. Donc en fait, c'est la citation de Goethe qui dit quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du pouvoir, du génie, de la magie. Je vous jure que c'est vrai. Et ça, c'est pareil dans la vie perso, en fait. C'est pareil dans tout. Donc, il y a un côté comme ça, où c'est vrai que quand on commence à faire le premier pas, les autres vont s'enchaîner. On ne sait pas comment, on ne les imagine pas au début, mais ça s'enchaîne. Et après, il faut du business. Parce que moi, souvent, on me dit que je ne crée pas mon entreprise pour l'argent, je le crée pour le sens. Bah, très bien. Mais si on n'en vit pas, bah, notre sens, il n'a pas d'impact du tout. Et aujourd'hui, je vous donne un chiffre. Chez les dirigeantes d'entreprise, c'est 65% d'entre elles qui gagnent moins de 1 500 € par mois. C'est ça la réalité de l'entrepreneuriat en France. Hein. C'est 65%. Ouais. Et ça, c'est décuplé quand c'est isolé. À partir du moment où tu rejoins une formation, un réseau, peu importe, là, le chiffre, il descend à 13%. Donc, juste, c'est mathématique. Il faut vous entourer pour avoir ce côté business. Mais il y a les deux, en fait. Tu as le sens et le business. Mais c'est pas l'un sans l'autre, ça. Mais vous étiez d'accord, je sais. Gaëlle, les critères qui comptent le plus quand on entreprend, pour réussir? Je dirais que le premier critère, c'est la ténacité, parce que c'est quand même vraiment dur. Il ne faut pas se le cacher. C'est très cool, hein, c'est génial et c'est tout ce qu'on veut, mais c'est vraiment hyper dur. Donc, il faut être sacrément endurant et tenace. Je dirais que la deuxième qualité, c'est la curiosité et l'ouverture d'esprit. Il faut être hyper curieux des autres, curieux des nouvelles idées, curieux de plein de choses, curieux d'apprendre, avoir tout le temps envie d'apprendre. Et c'est ça, moi, qui m'épanouit le plus, je crois, dans l'entrepreneuriat, c'est cette possibilité d'apprendre, de rencontrer des gens. Et aujourd'hui, je suis hyper heureuse dans mes vies d'entrepreneur parce que je rencontre Philippe, Marie et Catherine et que ça y est, j'ai ma checkbox de la journée sur j'ai rencontré des gens inspirants. Voilà, donc ça, c'est canon. Et moi, je dirais que le troisième critère, c'est la capacité à prendre du recul. Parce que face aux coups durs, il faut quand même savoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide en général, et surtout savoir prendre du recul. Et moi, j'avais lu un truc qui m'avait énormément marqué au tout début de Libye. C'est qu'un entrepreneur qui a écrit un bouquin en disant on me dit tout le temps ma boîte c'est mon bébé, et je dis toujours ah non, c'est pas du tout mon bébé, ça reste juste une boîte. Et parce qu'un bébé, si ça meurt, c'est un drame. Une boîte, si ça meurt, c'est pas un drame en fait.
C'est juste un peu de temps, peut-être un peu d'argent, beaucoup d'ego en général, mais c'est tout. Et moi, on me dit tout le temps, ah, Olibi, machin, c'est ton bébé. Et je dis tout le temps, ah, non, Olibi, c'est pas du tout mon bébé. Ça fait 9 ans que j'y mets du sang, des larmes, de la sueur, de l'énergie, de l'argent, de tout ce que vous voulez. J'adore ma vie. Mais c'est pas du tout mon bébé. Mon bébé, c'est mon bébé, quoi. Mais c'est mon enfant. Et ça n'a rien à voir. Et en fait, ça aide vachement dans les moments un peu plus difficiles aussi d'avoir ce recul-là, de se dire ok, c'est dur, hein, mais prenez un tout petit peu de recul sur parce que au début quand tu as un cours de parce qu'au Libye on fait des cours de yoga, quand un cours de yoga n'avait pas lieu, c'était la fin du monde, c'était puis on va se détendre en fait, ok, les gens se sont déplacés pour rien, c'est pas très cool, mauvaise expérience client, on va se rattraper, on va tout faire pour que ils soient contents à la fin, mais c'est pas grave, personne n'est mort, quoi. Donc voilà. Philippe, tu voulais ajouter un petit... Oui, juste une chose, quand tu dis c'est dur, c'est vrai que c'est dur. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on bosse beaucoup. Il faut juste savoir quand même, on bosse beaucoup. Mais ça fait rêver. Mais j'ai une bonne nouvelle, les amis, c'est que la passion est tellement puissante qu'elle ne nous fatigue pas. Moi, il y a longtemps que j'ai compris, toutes ces années, je suis sans doute quelqu'un qui a mal géré ça parce que j'ai toujours beaucoup trop bossé, parce que cette passion qui m'a animé a fait que je ne comptais pas mes heures. Mais le vrai truc, c'est que la passion n'a jamais fatigué personne et que l'ennui use n'importe qui. Moi, je souhaite à tout le monde d'être passionné par un truc qui vous fatigue. Ça n'arrive pas d'ailleurs, c'est pas possible. Et j'étais fasciné de voir pendant le Covid des gens qui se sont ennuyés pendant le Covid. C'est un drame, il faut qu'ils changent de vie, ces gens-là. Non, parce que quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui n'a pas de projet, qui est animé par rien et par aucune passion. Donc c'est vrai que l'entrepreneur bosse beaucoup, mais si vous entendez ça, ne vous inquiétez pas, on n'est pas fatigué pour autant. Cela dit, il faut quand même savoir prendre soin de soi. Hein. Oui, tu m'as entraîné à faire plus de sport, tu l'as dit tout à l'heure. Non, mais je le répète. Parce que, autre très bon conseil que j'ai eu au début, c'est que une boîte, c'est un marathon. Et en fait, on est le premier asset, la première chose importante de sa boîte. Donc il faut aussi savoir prendre soin de soi. Et ok, moi je le fais par le sport ou n'importe quelle activité physique et sportive. Ça peut être autre chose, ça peut être la cuisine, ça peut être plein de trucs, même si je recommande quand même pas mal d'activités physiques et sportives pour bien vivre et bien vieillir. Mais voilà, important de savoir prendre soin de soi. Je voudrais rajouter une dernière chose. Et puis, l'objectif qu'on peut se mettre, c'est de faire son mieux, en fait. Et ça, des fois, son mieux, il est nul. Et c'est pas grave. À partir du moment où vous faites votre mieux tout le temps dans l'entrepreneuriat, au moins, vous n'avez pas de regrets à la fin. Moi, je fais toujours de mon mieux. Franchement, je donne tout, je fais de mon mieux. Mais parfois, c'est vraiment pourri, quoi. Mais par contre, j'ai pas de regrets. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais faire de son mieux, ça marche bien. Concluons sur cette notion de l'échec qui est hyper importante, en réalité. Si ça marche pas ou si je me plante, qu'est-ce qui se passe ? Catherine, qu'est-ce que tu entends ? On peut se planter plusieurs fois. Il y a une notion que j'aime bien. Moi, je me suis tellement plantée de plein de choses. Mais c'est pour ça que je te pose la question. Tu le dis après que tu as appris. Tu vois, sur le moment, ça brûle, ça fait mal et c'est dur. Mais en fait, il y a une notion que vous utilisez peut-être, c'est la notion de perte acceptable au moment de lancer un projet. Vous connaissez ça, c'est la perte acceptable. C'est-à-dire, tu te dis, parce que l'échec, ça fait partie des options, évidemment, et une bonne option quand même. Et tu te dis, OK, moi, je veux monter ce projet, ça me tient à cœur, j'en rêve, et quoi qu'on me dise, de toute façon, j'irai. Mais qu'est-ce que je suis prête à perdre ? C'est-à-dire que déjà, qu'est-ce qu'il y a sur mon compte bancaire et combien de temps je peux tenir sans que ça crache d'argent ? Il faut quand même être assez lucide, à moins d'avoir gagné au loto, mais sinon, c'est difficile. Donc, qu'est-ce que je suis prête à perdre en termes d'argent et ça me tient pendant combien de mois ? Qu'est-ce que je suis prête à perdre en termes de réputation, en termes de temps de vie et tu vois, et si tu le fais à plusieurs, nous on en parle avec Charlotte et Karine, mes associés qui me supportent dans la salle, et on se dit qu'est-ce qu'on est prête à perdre et combien de temps. Et dès lors que tu as ça et que tu l'as partagé, alors ça ne veut pas dire que tu vas mieux réussir, mais n'empêche que du coup l'échec ça reste une option et tu l'as intégré quelque part, tu vois. Bon, ça c'est la théorie au départ. Après, sur le moment, il y a quelque chose qui ne marche pas, tu n'arrives pas à vendre. Ça, je me dis, c'est peut-être le cas pour certains qui sont installés, c'est hyper dur de vendre. Là, à un moment, tu te poses et tu dis pourquoi ? Quel est le problème ? Franchement, on va regarder ensemble. Est-ce que c'est d'où l'intérêt du réseau dans ces cas-là ? Est-ce que c'est que mon offre n'est pas adaptée ou elle n'est pas distinctive, elle est assez banale, il n'y a rien de saillant ? Ou est-ce qu'elle est trop chère, il y a un problème de prix ? Ou est-ce que c'est ma cible, qu'il n'y a pas d'argent ? Ou il y a forcément une raison que tu n'as pas vue. D'où l'intérêt d'avoir des mentors qui sont un peu plus aguerris, qui peuvent t'aider à prendre ce recul dont tu parlais. Mais à chaque fois, alors c'est facile à dire, ouais, moi j'échoue pas, j'apprends. Bon, sur le moment, ça fait mal, mais in fine, c'est vrai. Quoi,
J'aurais une dernière question à vous poser avant la séance de questions-réponses. On n'a pas encore évoqué jusqu'à maintenant l'influence de l'extérieur, du contexte extérieur, des crises notamment, qu'elles soient économiques, financières ou politiques. La France vit en ce moment une période d'incertitude politique, même si on a enfin le nom des ministres du gouvernement Barnier. Mais il y a certaines incertitudes qui règnent, d'un point de vue de la fiscalité, par exemple, qui ont un impact direct sur les entreprises. Est-ce que c'est le bon moment pour entreprendre quand on est dans un flou politique et économique, par exemple? Qui veut répondre à cette question? Une dernière réponse, et puis on passera à la séance de questions-réponses. Philippe? Il y aura toujours ça. Il y aura toujours des gouvernements qui changeront les règles. Il y aura toujours. Tout à l'heure, on était animé un débat avec Hervé Novelli qui expliquait que je lui demandais si vous redeveniez ministre, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Il me dit j'aimerais faire de la simplification. Ça fait 20 ans qu'on veut simplifier les entrepreneurs. Il n'y arrive pas. Je veux changer le code du travail. Le mec il s'attaque à l'Himalaya, etc. Enfin, ça n'arrivera jamais. Donc il faut vivre avec notre environnement. On est dans un environnement économique en France qui n'a jamais autant. Et si côté entrepreneurial, il y a jamais. Enfin, on est un peu les anciens de la bande aujourd'hui, encore plus anciens que toi, mais on a vu des moments fabuleux où tout d'un coup tout s'est réouvert, où la France n'a jamais autant permis d'entreprendre, où jamais il y a eu autant de réseaux d'accompagnement, jamais autant de gens qui nous y ont poussés, etc. C'est ça qu'il faut voir. Le reste. Ok, les charges sociales sont chères en France. Ok, donc acte, mais c'est comme ça. Si on commence à s'attaquer, vous savez, moi depuis toujours, je ne m'attaque jamais à des choses que je ne sais pas résoudre en fait. C'est qu'on a nous la force de n'attaquer que des Himalayas qu'on peut gravir en fait. Et ça va très bien. À partir de là, il n'y a pas de mauvaise tendance. Est-ce que le Covid, on évoquait tout d'un coup pendant le Covid, tout d'un coup perte du business, on a tous eu ça. Et puis finalement, c'est un truc normal du monde. Il ne faut pas s'arrêter à ça. À l'évidence, si on lance un mauvais moment. Parce que l'actualité est exactement inverse, il faut un tout petit peu temporiser et réfléchir. Autrement, il n'y a pas de mauvais contexte pour entreprendre. Du tout, à mes yeux en tout cas. Tu as raison, Philippe. Et en plus, moi, après, si je me mets d'un point de vue du quotidien de l'entrepreneur, ce que je me dis en vous regardant, c'est si tu as des cibles B2B entreprises, ce que ça va changer aujourd'hui, c'est que ton cycle de vente va être très long. Il faut le savoir. Entre le moment où tu vas contacter quelqu'un, recevoir une réponse, avoir le rendez-vous, faire ta propale, et puis et in fine, avoir l'argent sur ton compte, si tu arrives en moins d'un an, tu es super champion ou championne. Donc, cycle de vente très long, il faut l'anticiper. Et si ta cible, c'est du grand public, c'est du B2C, vérifie qu'elle a de l'argent, parce qu'on est quand même dans des contraintes budgétaires réelles et il y a des arbitrages budgétaires qui sont faits. Peut-être qu'il faut changer de cible. Je dis peut-être. Regarde si en B2B, parce qu'il faut quand même aller chez des clients qui ont des sous. Donc je pense qu'il n'y a pas de bon moment. Quand c'est la crise, de toute façon, il y a toujours des opportunités. Mais sois lucide sur ta trésor et sur ton compte de résultats prévisionnels. Ne t'attends pas à, quand tu commences en janvier à faire de la prospection, que ça crache en mars. Enfin, ou alors, vous me dire comment vous faites. Je vous embauche comme mentor chez Envie. Non, voilà, c'est du pragmatisme. Hein. Et c'est très bien d'être lucide. C'est très bien. Merci à tous les quatre. Est-ce qu'il y a des petites questions dans la salle pour approfondir certains points? On a encore une minute ou deux. On peut prendre quelques questions, 1, 2 ou 3 questions s'il y en a dans la salle. Ou alors c'était parfaitement. Si tu m'autorises, je peux peut-être juste rebondir sur l'échec parce que tu m'as pas interrogé sur ce sujet. Je suis un champion de l'échec. Tu parles trop. Je suis un champion de l'échec. Tu te rappelles ces histoires de balafres? J'adorais ça dans ton bouquin. J'écris tellement de conneries. Un des anciens bouquins, c'est les échecs, c'est comme les balafres. Les échecs pour l'entrepreneur, c'est comme pour un mafieux. Pour un mafieux, oui, les échecs, c'est comme une balafre sur le visage d'un mafieux. Non, juste une anecdote. T'en as pas, c'est que t'es pas. Moi, l'aventure de Columbus qui était merveilleuse, passionnément difficile, démarré en 2004, en 94, arrêté pour moi en 2004. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a 300 points de vente et j'en suis très fier. Simplement, c'est plus mon aventure pour une raison simple. Parce que c'est aussi, il faut être cash et on peut se raconter la vraie vie des entrepreneurs. Quand on veut grandir une entreprise et qu'elle a besoin de fonds et qu'en plus on fait des conneries, j'en ai fait tellement au début, à un moment on a besoin de l'argent des autres. Alors soit on se dit je vais rester petit parce que je veux pas l'argent des autres. Là aussi c'est des vrais sujets mais on n'est pas au niveau de comment entreprendre. Et moi je l'ai fait à peu près en 2008, à un moment où effectivement tout l'argent allait vers le .com et à aucun moment, en 98 pardon, si on n'avait pas un .com on ne levait pas d'argent en France. Donc inventé dans les cafés alors que Starbucks n'était même pas encore arrivé en France, mais ils sont arrivés en France en 2003. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des investisseurs qui ne me diluent pas, donc je me suis dilué très vite. J'ai perdu le pouvoir dans la boîte et à 45 magasins en 2004, un jour j'arrive au conseil d'administration et mon associé demande ma révocation au conseil. Donc, si vous voulez, c'est un truc qui n'est pas extrêmement sympathique. Et là, quand on évoque l'entourage, je peux vous dire que le jour où je me retrouvais avec mon scooter garé devant chez moi pour annoncer à mon épouse qui avait quand même beaucoup sacrifié de nos week-ends, nos semaines, etc. pour cette entreprise, que l'aventure était terminée, c'est quand même un truc de fou.
ça a été vécu pour moi comme une espèce bon, bien sûr de trahison, ce qui est le pire. Moi, j'ai aucun problème avec le business, je ne supporte pas la trahison. Mais le plus drôle de tout ça, c'est que moi, au bout de 15 jours, c'était oublié, je vous assure. Alors, sauf que j'ai gardé mes actions, je suis très dilué et je suis très content comme ça de voir les gens grandir, que j'aime beaucoup, parce que les personnes qui m'ont viré sont parties après. Mais le plus drôle, c'est que tout le monde a vu ça comme un échec personnel. Moi, ça m'a presque un peu libéré d'une certaine façon. Parce qu'au fond, j'aime mieux créer que gérer des trucs derrière. Et 15 jours après, je termine sur cette dernière anecdote, mais qui est une réalité, une anecdote vraie. Il y avait un journal qui s'appelait Le Courrier des cadres en France, qui était un journal des RH. Je ne sais pas si vous le connaissez. D'ailleurs, ça me fascine toujours parce que je ne sais pas si vous savez que vous savez qu'une des définitions du mot cadre dans le dictionnaire, c'est une structure rigide qui entoure du vide, ce qui est un truc assez bizarre. Et donc, ces gens-là ont un magazine pour eux et un statut dans la société. Et ils avaient un magazine, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelait Le Courrier des cadres. Et j'ai reçu un courrier de sa rédactrice en chef qui m'appelle 15 jours après, un mois après mon départ, pour me dire voilà, je vous appelle parce qu'on fait une couverture sur l'échec dans 15 jours et on pense à vous mettre en couverture. Est-ce que ça vous tente? Alors, j'en ai parlé à tous mes potes pour leur dire qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je fais le roi de la loose ou est-ce que j'y vais? Ils m'ont tous dit le fais pas, tu vas être le roi de la loose. Et je me suis dit, je termine là-dessus parce que je me suis dit qu'est-ce que je dois regretter? Aujourd'hui, il y a 300 entrepreneurs fabuleux qui font vivre 3 000 à 4 000 personnes. La marque est une belle marque. Je me marre 1000 fois plus depuis mon départ que pendant les moments où je devais ouvrir des magasins, être réveillé la nuit par le système d'alarme qui ne marchait pas. Il m'arrive encore de me réveiller parfois. Enfin, il m'arrive encore, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais à un moment, on avait 0 trésorerie, on avait 100 personnes, 200, 300 personnes. Le 15 du mois m'angoissait parce qu'il ne fallait payer URSSAF. Aujourd'hui, je ne paye plus URSSAF, ça m'angoisse encore le 15 du mois. Vous vous rendez compte? Non, mais c'est un truc de fou quand même. Donc, si vous voulez... Il y a malgré tout que des bons moments et il n'y a aucune raison d'avoir honte finalement de nos échecs, surtout quand on a le sentiment d'avoir, comme tu as dit, bien fait les choses ou fait pour le mieux en fait. J'ai fait la couve, bien sûr. Et en plus, c'était un relancement du magazine. J'étais sur tous les kiosques parisiens. Oh, bravo. Je me cachais. Non, je me cachais pas. J'étais très content. Voilà. Donc, comme quoi, il ne faut pas avoir honte de ces échecs. Et je crois quand même, quand tu dis, on apprend quand même tellement mieux de ça. Et d'ailleurs, le patron de la FNAC, quand j'étais allé voir le patron de la FNAC pour lui proposer de faire des cafés à la FNAC, parce qu'à l'époque, on avait un beau concept, mais pas de flux, il m'a dit, je vais vous faire confiance parce que, bon, il y a un truc que j'aime bien dans votre parcours, c'est que vous avez fait l'ESSEC en 1982, c'est le Moyen-Âge, hein. C'est très bien, mais moi, ce que je préfère dans votre parcours, c'est que vous avez fait l'échec en 1995. Il trouvait ça marrant, lui, le concept ESSEC-échec. Moi, un peu moins, mais c'est lui qui avait raison parce qu'on n'apprend jamais rien de ses succès, en fait. Bon, en tout cas, merci beaucoup, merci à tous les quatre. Petite minute auto-promo, parce qu'on a parlé de Courrier Cadre, mais il y a un magazine qui existe qui s'appelle Éco-Réseau Business. Et on a fait un dossier sur le bon moment pour entreprendre. Donc c'est le numéro 112 d'Éco-Réseau Business qui est actuellement en kiosque, avec pour slogan « Entreprendre, innover, positiver ». Voilà, merci à tous, merci à tous les quatre. Merci à vous, bravo. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on peut rendre la salle ? Devant ? Mais super, une question. Alors, bonjour, je m'appelle Sonny Clément. Je n'ai pas forcément une question, mais je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Catherine à propos des compétences pour lancer une entreprise. Moi, je m'aligne plutôt sur la position de Philippe. Quand on commence une entreprise, on n'a pas forcément toutes les compétences et jamais on les aura. L'important, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes, les personnes qui ont ces compétences pour proposer ce produit. C'est pour moi, l'entrepreneur, c'est un organisateur. Il a identifié un problème, du coup, il réunit les compétences pour résoudre ce problème. Tu as raison, mais tu vois, nous, on travaille beaucoup avec des solopreneurs ou des personnes qui sont indépendantes, pas des personnes qui lèvent des fonds et donc qui s'entourent grâce à l'argent des autres, mais c'est toi, généralement, que tu vends. Et moi, quand quelqu'un vient me voir et dit, moi, j'ai un business ou par exemple, voilà, je veux faire du conseil en RSE ou il y a beaucoup de consultants et c'est très chouette. J'essaie quand même de comprendre assez vite dans ton histoire, dans ton expérience, dans tout ce que tu as fait avant, qu'est-ce qui te rend capable d'être meilleur que les autres. Donc cette compétence, il y a quand même une compétence cœur que tu dois avoir après pour faire ton site internet, faire de la communication, tout un tas de choses qui sont connexes et importantes. Bien sûr que là tu t'entoures, mais ce que tu vends,
Tu vois, pour pas être imposteur, c'est quand même quelque chose que tu as beaucoup travaillé et que tu continues à nourrir. Parce que les compétences, elles sont vite obsolètes. Hein. J'espère que vous passez chacun beaucoup de temps tous les jours, chacune, à apprendre, à fermer Internet, téléphone mobile et dire je me prends une demi-heure pour bosser mon sujet. Parce que si tu n'es pas le meilleur ou la meilleure, ça va être encore plus difficile de vendre. Donc il faut passer du temps là-dessus. Tu vois. Mais on est d'accord. Bon, si les compétences sont rapidement obsolètes, donc c'est une raison de plus pour ne pas s'appuyer sur ces compétences pour lancer une entreprise. Parce que ce qu'on sait va rapidement être obsolète. Du coup, on doit se baser sur notre capacité à apprendre rapidement pour répondre à un besoin qu'on a identifié. Super. Merci beaucoup. Il y a des questions ? Je dois filer parce Marie que c'est pour une bonne cause. Merci beaucoup, Marie, en tout cas. Si vous souhaitez écouter un podcast d'entrepreneurs inspirants, je vous conseille Elles ont osé avec Les Échos. Et là, je vais en enregistrer un avec Heidi Sevestre, la glaciologue incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais je file du coup et génial. On écoutera. Et bonnes aventures entrepreneuriales surtout. Merci beaucoup, Marie, pour les conseils. Il y avait une question devant. Oui. En fait, j'aurais voulu savoir, qu'est-ce que vous regrettez peut-être de ne pas avoir fait ? La question des regrets. Qui veut répondre ? Pour les trois ? J'ai aucun regret. Je pense qu'en plus, de mon point de vue, c'est complètement stérile d'avoir des regrets parce qu'on ne revient pas en arrière. En revanche, on peut avoir fait des erreurs, il faut savoir les reconnaître, avoir la lucidité de voir ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais c'est tout. La question des regrets, Philippe, Catherine ? Non, par nature, aucun regret. Un conseil, pas un conseil, ce que j'aurais pas fait, c'est autre chose. Et que je dis aux gens qui créent une boîte, peut-être le seul truc que je n'aurais jamais fait ou dû faire, c'est de m'associer à 50-50. Parce que dans la vie, il n'y a pas d'égalité, que les gens grandissent et évoluent différemment selon ce qui nous arrive. Et quand d'un coup, vous savez, une action peut vous séparer du pouvoir, et quand ce pouvoir, vous ne l'avez plus, vous n'êtes plus complètement dans votre boîte. Et je n'ai aucun problème avec un 10-90, j'ai aucun problème avec 33-33-33. J'ai un problème, compte tenu de ce que sont les personnalités d'entrepreneurs, avec des amours qui durent plus ou moins longtemps et qui arrivent à des moments plus compliqués. Je reviens sur la trahison, qui est le pire des trucs possibles, à mes yeux, dans la vie en général, et aussi dans le monde entrepreneurial. Donc c'est le seul conseil quand on me demande vraiment un conseil, parce que je déteste donner conseils en matière d'entrepreneuriat, mais c'est celui que je dis à titre perso, c'est mon seul regret, si on appelle ça un regret. Est-ce qu'il y a une dernière question ? On peut en prendre une dernière. Tout au fond. Sinon, Alors, on en prend deux, je ne sais pas si on a le temps, on va essayer d'en prendre deux. Non, moi, ça va être rapide. Bonjour à tout le monde. Merci pour vos témoignages à tous et à toutes. C'est très inspirant. Ça me parle beaucoup. Et moi, c'était important pour moi, vos entourages personnels. Ça veut dire amis, famille proche, famille que vous avez créée, vos frères, sœurs, papa, maman, s'ils sont toujours là. Est-ce que ça a joué positivement ou négativement, ou pas du tout, ou rien du tout, sur vos projets de création? Parce que moi, personne n'y croit. L'influence de l'entourage. Tout le monde est pessimiste, personne ne croit rien. Ils me disent, il y a la crise, il y a ci, il y a ça. Mais t'es pas bien, tu quittes un CDI pour faire des trucs, on ne sait pas où tu vas. Alors, c'est un métier qui est assez reconnu, mais personne n'y croit, quoi. Je me dis, alors moi, j'y crois. Hein. Je suis à fond et moi, je crois que de ton entourage proche, il ne faut pas que tu attendes une validation de ce que tu veux faire ou où tu veux aller. L'entourage proche, il est là pour t'envoyer des brassées d'amour à plein tube. Moi, les gens autour de moi, ce qui font ma force, et c'est aussi peut-être pour ça que je me suis associée avec 2 de mes meilleurs amis, c'est parce qu'on s'envoie de l'amour. C'est un truc qui fait que même si tu te plantes demain, même si ça ne marche pas, tu n'es pas là où tu voudrais être, en fait, les gens autour de toi te regardent et te disent « je t'aimerai toujours ». C'est pas grave. Tes succès, tes échecs. Enfin, donc ça, pour moi, c'est l'entourage, il sert à ça. En revanche, il faut que tu ailles chercher un entourage d'experts, de gens qui savent le business, qui ont un regard lucide et peut-être un peu avec du recul sur ce que tu fais pour te dire, si tu restes après, on va y travailler. Tiens, qu'est-ce qui fait que ça va vendre ce que tu fais ou pas? Tu vois, c'est assez facile. Il y a quelques trucs à faire. On va faire un exercice tous ensemble si vous voulez bien. Il y en a qui vont monter sur scène, j'adore. Mais tu vois, donc je pense que de ton entourage, n'attends pas de validation. Tu vois, dis-leur juste, regardez-moi et tu vois, et soyez là quand j'ai besoin. En revanche,
manches pour les autres, des mentors. Non, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est ça qui... Si, moi, juste une anecdote. Il se trouve que... Ça fait beaucoup d'anecdotes quand même. Je suis monsieur anecdote, mais 40 ans de vie professionnelle, tu te rends compte? Non, mais j'ai une épouse américaine que j'adore, qui ne parle très mal français. Elle n'a jamais lu aucun bouquin français, aucun de mes bouquins, donc c'est bien parce que je peux écrire ce que je veux. Et j'ai écrit un bouquin sur l'histoire de Columbus, qui s'appelle Bienheureux les fêlés, en 2003, qui racontait ces 10 années que j'ai qualifiées de passionnément difficiles. L'entourage, ça se gère. C'est-à-dire qu'en fait, elle a jamais... C'est la chance que j'ai, c'est que ne l'ayant pas lu, parce que je suis un entrepreneur dont une des caractéristiques, comme tous les entrepreneurs, on a tous ça ici, si vous ne l'avez pas encore, vous l'aurez, c'est notre capacité à importer des emmerdements et à exporter de l'enthousiasme. Donc moi, je suis un importateur, un recycleur d'emmerdements en énergie positive. Elle n'a jamais perçu les emmerdements que j'ai vécus à peu près pendant 10 ans parce que j'ai su protéger ma famille en fait de ces emmerdements pour la prendre sur mes épaules. C'est ça, ce que développe et qu'on n'a pas quand on crée la boîte. On l'a parce que ça se développe avec l'adversité. Donc quelque part, je l'ai géré, moi. Elle était angoissée. Elle voyait bien qu'on allait un peu moins en vacances à Tahiti, qu'on restait à Levallois, quoi, en gros. Il faut être clair. Mais globalement, c'était pas très important parce qu'elle savait que malgré tout, elle s'inquiétait pas pour moi parce que j'ai su les prendre sur mes épaules. Mais c'est un job de manager, d'entrepreneur dans la vie normale aussi. Donc ça se gère, l'entourage. Vraiment, ça se gère beaucoup mieux qu'on le pense et beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Dernière question, tout là-haut. Après, on doit vraiment libérer la salle. Oui, bonjour à tous. À la base, ma question, c'était sur vos regrets, si vous aviez quelque chose à changer depuis le début. Mais je vais faire un truc un peu plus précis. Je sais que vous avez levé des fonds, du coup, comme vous l'avez dit, Philippe, et je crois que Gaël aussi. Ma question, c'est plus sur les fonds d'investissement. Est-ce que vous conseillez de lever des fonds, quoi qu'il arrive, enfin, surtout si on a besoin de financement, bien sûr? Et si oui, de minimiser la dilution, j'imagine. Mais ma vraie question, c'est sur préférer un fonds d'investissement qui est plutôt actif et qui va s'introduire dans l'opérationnel ou un fonds d'investissement passif qui va juste apporter le financement, ou peu importe. Gaëlle? Un fonds, s'investit jamais vraiment dans l'opérationnel. L'opérationnel, ça reste l'équipe, ça reste le DG, le président, c'est le board. Moi, j'ai un fonds qui est assez investi dans la boîte. Et c'est un fonds que j'ai choisi. Parce que quand j'ai levé des fonds, je ne suis pas allée en voir 40, j'en avais sélectionné 10 et je me suis dit, je veux un de ces 10. Et j'ai réussi à en avoir un de ces 10. Et je les trouve intelligents, en fait. Donc, je suis contente d'échanger avec eux. Parce que je trouve qu'ils me tirent vers le haut. Donc je trouve ça hyper chouette d'avoir un fonds avec qui j'échange hyper souvent, même entre les boards, et avec qui, surtout dans la mesure où moi je suis quand même seule. Je suis la seule associée, donc j'ai aussi une situation. Le fait d'être solo, d'avoir entrepris seule, c'est aussi une situation différente. Je pense que quand on entreprend avec plusieurs associés, c'est pas la même chose. Mais de ce que je connais moi, ça m'aide d'échanger avec eux, avec des gens qui ont aussi, qui ont des boîtes, ils connaissent aussi mon marché, donc ils sont pas complètement à côté de la plaque, et moi ça m'aide. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bons et de mauvais fonds. Il y a des mauvais partout, des bons partout. Je pense que l'aspect très entrepreneurial, c'est plutôt plus tentant quand tu es entrepreneur. En même temps, c'est parfois un peu moins structuré que les fonds qui sont animés par d'autres types de motivation. Je crois qu'il n'y a vraiment pas de réponse facile à cette question. Tu connais peut-être ça mieux que moi. Mais globalement, c'est plus... globalement, les fonds nous font progresser formidablement parce qu'ils nous imposent... il faut comprendre ce qui se passe dans la boîte. Tout ce qu'on n'a pas le temps de faire seul, quand ils nous mettent cette pression, ça nous aide énormément. Donc moi, je ne suis absolument pas contre les fonds du tout, ni contre les autres. Les entrepreneurs, il faut juste, les investisseurs, il faut avoir une entente très forte avec eux, au-delà de qui ils sont, d'où ils viennent, parce qu'on va les voir régulièrement, ils vont t'emmerder, ils vont t'appeler, ils vont te voir, ils vont te mettre une pression, c'est leur job, on ne peut pas leur en vouloir. Donc il faut vraiment choisir sur des qualités extrêmement humaines aussi. L'argent, c'est une chose, leur mode de fonctionnement, mais ils ont tous le même objectif à la fin, c'est de gagner des ronds entre temps et tant d'années. Et là, la chose peut changer selon que c'est un fonds plus ou moins entrepreneurial ou plutôt... Si on lève des fonds, c'est aussi pour gagner de l'argent à la fin. Bien sûr, mais évidemment. Non, mais c'est pas un sujet du tout. Mais simplement, moi, je pense que le fit est vachement important. On doit s'arrêter là, je suis vraiment désolé. Merci beaucoup pour ces conseils précieux. Merci beaucoup, merci bravo. À tous.